on passe à la rythmologie avec quelque chose qui était attendu, ce sont les recommandations sur les arythmies ventriculaires et la mort subite. Estelle, le challenge de résumer ces grandes recommandations importantes en quantité en quelques diapositives. Merci beaucoup, Serge. En effet, ces recommandations, elles étaient très attendues dans la communauté rythmologique, puisqu'elles n'avaient pas été réactualisées depuis 2015 avec, on le sait, des pratiques quand même qui avaient, et puis des données de la littérature qui avaient quand même pas mal évolué. Alors, je vais essayer de résumer les messages qui me semblent importants de ces recommandations. Le premier message qui me semble important, c'est vraiment l'utilisation d'outils pour la stratification du risque rythmique. Et on voit que ces recommandations mettent en avant vraiment l'utilisation de l'IRM cardiaque, en particulier avec la mise en évidence de fibrose et de rehaussement tardif à risque donc comme substrat arythmogène pour la stratification du risque, en particulier dans les cardiomyopathies et en particulier dans la cardiomyopathie dilatée et la cardiomyopathie hypertrophique. Le deuxième outil, c'est l'apparition de l'utilisation du test génétique moléculaire pour la stratification du risque et en particulier dans les cardiopathies dilatées et la cardiomyopathie hypertrophique. Le troisième outil, c'est vraiment l'exploration électrophysiologique. Je trouve que cet outil a été quand même assez mis en avant, je le trouve, dans ses recommandations, en particulier dans la cardiopathie dilatée ou d'autres pathologies comme la sarcoïdose cardiaque. Et puis le quatrième outil, c'est celui des scores de risque. Alors on connaît bien déjà le score de risque de l'ESC dans la cardiomyopathie hypertrophique, mais là il y a un nouveau score de risque qui fait son apparition, qui est celui des laminopathies. Alors, dans les cardiopathies structurelles, il y a quand même des choses qui changent beaucoup. Et moi, ce qui m'a frappé surtout, c'était dans la cardiopathie dilatée, où vraiment on change de paradigme, parce que jusqu'à maintenant, l'outil de stratification du risque, c'était la fraction d'éjection. On sait à quel point c'est imparfait. Et donc, il y a l'apparition de nouveaux facteurs de risque pour moduler, en tout cas, ou mieux stratifier le risque, en particulier l'IRM, le test génétique ou l'inductibilité à la stimulation ventriculaire programmée, en particulier donc dans les CMD à fraction d'éjection modérément réduite. Et puis dans la cardiomyopathie hypertrophique, alors on reste sur le même type de stratification du risque basé sur le score de risque de l'ESC, mais chez les patients qui sont à risque intermédiaire, apparaît également ces nouveaux outils donc de stratification du risque qui sont l'IRM cardiaque, la génétique, également la mauvaise réponse tensionnelle au test d'effort et puis des formes particulières avec des anévrismes apicaux. Donc, on voit que cette stratification du risque est clairement un peu plus affinée que ce qui était proposé précédemment. Alors, pour la suite, donc dans les cardiopathies ischémiques, en prévention primaire, il n'y a pas beaucoup de choses qui a changé. Par contre, en prévention secondaire, là, on casse un petit peu un paradigme qui était de mettre un défibrillateur chez tous les patients en prévention secondaire. Là, basé donc sur une étude multicentrique, les recommandations proposent, même avant la pose d'un défibrillateur, chez les patients qui ont une cardiopathie ischémique à fraction d'éjection modérément réduite et qui ont une tachycardie ventriculaire bien tolérée, de proposer plutôt l'ablation en alternative ou plutôt en première intention avant même la pose du défibrillateur. Il y a également d'autres modifications et d'autres en termes de preuves de concept qui sont qu'il était plutôt non recommandé de poser des défibrillateurs dans les cas de cause aiguë réversible, typiquement dans le vasospasme ou dans la myocardite aiguë. Et là, basé sur des études récentes, les recommandations vont plutôt sur la pose de défibrillateurs en prévention secondaire dans ces cas particuliers. Et puis, dans la sarcoïdose cardiaque, alors c'est vrai que ça reste un peu une niche, mais on voit que les indications de défibrillateurs sont franchement élargies, avec une stratification, encore une fois, qui repose beaucoup sur l'IRM cardiaque et sur l'exploration électrophysiologique.
Pour terminer, je voulais faire donc un point sur les ESV et les TV idiopathiques, donc sur cœur sain, qui est quand même quelque chose qu'on voit extrêmement souvent en pratique courante. Et là, vous voyez que les recommandations font vraiment la part belle à l'ablation, en particulier. Donc, c'est une recommandation de classe 1 dans les cas donc d'ESV symptomatiques sur cœur sain, quand il s'agit d'ESV qui proviennent de l'infundibulum pulmonaire ou d'origine fasciculaire, et également une recommandation de classe 1 quand on soupçonne ou quand on diagnostique une cardiopathie rythmique induite par les ESV. Donc là, on voit que les indications d'ablation dans cette indication-là ont quand même progressé par rapport aux recommandations de 2015. Voilà, c'était les messages clés. Alors, il y en a, elles sont assez denses et c'était difficile de résumer, mais voilà, c'est ce que je tenais à vous faire part et ce que j'ai retenu. Bravo, c'est une invitation à les lire. Christophe, les commentaires du rythmologue. Bon, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Estelle. Aujourd'hui, quand on prend en charge un patient qui a des troubles du rythme ventriculaire, eh bien, il faut penser à l'imagerie et pas que l'échocardiographie. Et là, vraiment, dans les différents domaines, il y a une part beaucoup plus importante de l'IRM. Je crois que ce qui est aussi extrêmement important, ce qui est peut-être pas toujours fait en France, c'est la génétique. Bien penser à adresser ces patients à des centres qui pourront faire une analyse génétique. Et puis, Estelle l'a dit également, l'ablation qui a pris une place beaucoup plus importante. C'est vrai qu'il y a 7 ans, on avait peu d'ablation des troubles du rythme ventriculaire. Alors, il y a quand même un petit chapitre dans ces guidelines qui explique comment doit bien fonctionner un centre d'ablation des arythmies ventriculaires. Et je dirais que tout le monde ne peut pas le faire. Et je crois que c'est une approche relativement raisonnable. En ce qui concerne la mort subite, dernier commentaire, eh bien, là aussi, il faut penser, quand on a un patient qui a fait une mort subite, toujours une analyse génétique. Et il est recommandé chez les patients qui sont décédés d'une mort subite et qui ont moins de 50 ans de faire une analyse autopsique, ce qui est là aussi très peu fait en France, mais ce qui est beaucoup pratiqué dans les pays nord-européens. Donc voilà mes petits commentaires sur ces guidelines que je vous recommande de lire. Alors, moi, je ferai un petit commentaire de cardiologue clinicien pour avoir survolé ces guidelines. C'est l'importance qui est accordée au message grand public, à la participation du grand public pour la ressuscitation. Il me semble que c'est quelque chose qui est important dans des recommandations scientifiques comme ça. Non, tout à fait. Ils ont bien souligné l'importance d'avoir des défibrillateurs externes automatiques dans les lieux où il pouvait y avoir des cas de mort subite, et aussi sur l'éducation des familles aussi à faire les manœuvres de ressuscitation. Et ça, je crois que là aussi, on a beaucoup de travail à faire. Allez, on continue, Christophe, avec une étude dont tu étais co-auteur, qui est EV-ICD, un nouveau défibrillateur. Alors, en effet, EV-ICD, c'est pour extravasculaire ICD. Parce que vous savez aujourd'hui que les défibrillateurs qui sont implantés depuis très longtemps, les premiers avaient utilisé des sondes qui étaient implantées par voie veineuse. Et on sait que le talon d'Achille de ces défibrillateurs avec une sonde dans le système veineux, c'est justement la sonde qui peut se fracturer et le risque aussi d'infection. Alors, avait été développé secondairement le défibrillateur sous-cutané, avec cette fois-ci un boîtier qui est implanté en latérothoracique avec une sonde qui était placée sous la peau sur la partie gauche du sternum. Ils défibrilent très bien, mais ils n'ont pas de capacité de stimuler ou de délivrer ce qu'on appelle la stimulation antitachycardique, c'est-à-dire en cas de tachycardie ventriculaire, de stimuler pendant quelques secondes un rythme un petit peu plus élevé pour arrêter cette tachycardie de manière indolore. Alors, ce nouveau défibrillateur a un boîtier qui s'implante également en paroi latérothoracique, mais la sonde n'est plus implantée sous la peau, mais sous le sternum. Donc, on fait une petite incision sous-sternale, on met le doigt pour ouvrir le péricarde et on va, avec un outil spécifique, mettre la sonde juste sous le sternum. Ceci permet d'offrir une défibrillation, bien évidemment, avec un boîtier beaucoup plus petit, mais également de permettre de stimuler ou de délivrer la stimulation antitachycardique. Alors, c'était une étude, je dirais, de première étude de faisabilité en termes de sécurité et d'efficacité. Et donc, plus de 400 patients ont été inclus.
et elle a largement rempli les critères d'efficacité avec un taux de cardioversion, parce qu'on induisait une fibrillation ventriculaire au cours de l'implantation de 98%, également un taux de sécurité avec l'absence de complications majeures dans plus de 90%. Donc, un nouveau défibrillateur qui va arriver sur le marché prochainement. Voilà, oups, on a plein de questions qui viennent de nos auditeurs. On va prendre un instant. Alors, Estelle, comment on prescrit, en 2 mots, un test génétique moléculaire ? Alors, pour prescrire un test génétique moléculaire, en fait, il faut, s'il y a une indication, donc elles sont bien rappelées dans les recommandations, hein, c'est les cardiopathies héréditaires type cardiomyopathie hypertrophique, les cardiopathies dilatées probablement d'origine génétique, donc chez les sujets jeunes ou dans des contextes familiaux. Il faut référer en fait le patient dans un centre de compétences ou de référence qui a la capacité de pratiquer ces tests génétiques. Ces centres sont intégrés en fait dans un réseau national qu'on appelle le réseau Cardiogène. Et en fait, il suffit d'aller sur le site internet Cardiogène pour trouver le centre de compétences ou de référence le plus près de chez soi pour pouvoir adresser le patient en consultation spécialisée. Eh ben voilà une réponse pratique. Christophe, la place du défibrillateur dans la prévention primaire dans les cardiopathies ischémiques avec effet altéré après 3 mois de traitement bien conduit. Tout à fait. La première des armes thérapeutiques, c'est de donner le traitement médical optimal et attendre 3 mois afin de réévaluer la fraction d'éjection. Et si celle-ci est inférieure à 35%, eh bien à ce moment-là, il y a indication à un défibrillateur. Et il y a une place pour les vestes ? Alors pour les vestes, là, elles sont restées en classe 2B dans des indications qui sont assez limitées parce que vous savez que l'étude VEST avait été négative dans le post-infarctus, notamment parce que les patients américains ne portaient pas la veste tout le temps. Ils portaient en moyenne 18 heures. Donc c'est resté en classe 2B, mais j'espère qu'il y aura d'autres études sur ce défibrillateur, je dirais, provisoire, et qui permet dans des cas très particuliers de pouvoir attendre et d'optimiser le traitement médical. Oui, parce que cette mort subite reste réellement un problème considérable et ces nouvelles recommandations sont réellement importantes. Alors, en termes de progrès, on peut aussi citer une étude de JIC qui est en fait cette étude de eBrave AF, qui est une étude qui teste le dépistage des fibrillations atriales grâce à un objet connecté. Et cette étude a la particularité d'être la première étude randomisée avec un crossover où on a utilisé comme objet connecté non pas un objet lié à une marque à la pomme, vous voyez ce que je veux dire, mais simplement un smartphone, toutes marques confondues, dont on utilise l'objectif de photo comme pour évaluer par plétismographie le rythme cardiaque. Et on se rend compte que dans les 2 phases, la phase 1 et la phase 2, il y a toujours un bénéfice à dépister les fibrillations atriales avec cet objet connecté, un bénéfice sur les fibrillations atriales qui vont devoir être anticoagulées. Donc réellement un point qui est intéressant, même s'il existe des failles à cette étude, même si c'est un dépistage actif et non pas un dépistage permanent comme ça pourrait l'être avec des bagues qui dépistent en permanence. Et puis le rythme de surveillance, c'est 2 fois par jour pendant 14 jours, puis 2 fois par semaine. Enfin, voilà quelque chose qui à terme, va certainement rentrer dans notre pratique et rendre des services. On a tous des patients chez qui on a détecté une fibrillation atriale avec une montre connectée. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire, nos 2 rythmologues ? Estelle ? Alors déjà, effectivement, hein, je trouve que cette étude, elle a le mérite d'avoir un design randomisé pour montrer que ce type de device que en fait quasiment maintenant tout le monde a, hein, est parfaitement utile
pour détecter la fibrillation atriale. Et donc, ça, c'était quand même très intéressant. Après, moi, j'ai un petit bémol sur l'utilisation pratique, hein, c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas d'études qui montrent le bénéfice en termes de morbimortalité, en particulier sur la prévention du risque thromboembolique, de ce type de dépistage systématique. Donc, je dirais que voilà, on attend un petit peu la suite. Il y a des études avec d'autres types de dépistage qui étaient négatives. Donc, voilà, dépister effectivement la fibrillation atriale par ce type de device, c'est très bien, mais ça ne répond pas à la question de à qui le proposer et est-ce que c'est vraiment utile pour les patients. Christophe? Ouais, même commentaire, ça me rappelle un petit peu l'étude de Loop. Hein, je vous rappelle que dans l'étude de Loop, on avait trouvé 30% de fibrillation atriale supplémentaire, que les patients avaient été anticoagulés et en termes d'accident thromboembolique, aucun effet. Donc, on détecte plus l'AFA. Si on met les patients sous anticoagulants, comme vient de le dire Estelle, on ne sait pas aujourd'hui si on a un bénéfice clinique. Un autre point sur le dépistage, c'est que lorsqu'on regarde toutes les études, il y a à peu près 50% de refus des patients de participer à un dépistage. Et je pense que là aussi, il y a un travail considérable à faire pour convaincre les patients à risque d'accepter de se faire dépister. Atul, un commentaire, il me semble. Oui, juste, je crois qu'il y a deux signaux forts dans ce type d'études parce qu'on peut imaginer que ça peut être très intéressant dans ce qu'on appelle le empowerment, c'est-à-dire donner la force aux patients d'être impliqués dans la prise en charge de leur pathologie. Ils ont les outils, ils ont la capacité de se dépister, l'hypertension, l'arythmie, la fibrillation auriculaire. Mais effectivement, je rejoins ce que dit notre président. La perception de cette digitalisation n'est pas encore à la hauteur de nos espérances. Les patients aiment bien voir des docteurs, aiment bien avoir droit à un examen clinique. Donc, il va falloir trouver la manière de proposer ce type d'offre dans la pratique clinique quotidienne. On voit un problème important, hein, tout ce qui est télémédecine, téléconsultation, objets connectés. On va vivre ça dans les années à venir. Christophe, une autre étude, Invictus. Alors, Invictus était une étude qui était, je trouve, très intéressante car, comme vous le savez, les anticoagulants directs sont contre-indiqués dans la fibrillation atriale avec un rétrécissement mitral d'origine rhumatismale. Et là, cette étude a eu, je dirais, le courage de s'attaquer à cette question. Et vous voyez clairement sur ce diagramme que chez les patients qui ont un rétrécissement mitral d'origine rhumatismale, eh ben, il y a un bénéfice net à prescrire des antivitamines K et non le rivaroxaban qui a été testé dans cette étude. Donc, on avait encore une question, hein, parce que vous savez que dans les recommandations, ce traitement n'avait pas été recommandé parce qu'il n'avait pas été étudié. Eh bien là, nous avons une étude qui nous montre qu'il y a un bénéfice net des antivitamines K. Comme le disait tout à l'heure Estelle, le commentaire est dans le résultat de l'étude. Je pense que c'était vraiment des résultats inattendus. Hein. Personne n'aurait parié sur une différence aussi importante quand même, avec un profil de sécurité qui est à peu près identique entre les deux molécules. Donc probablement c'est le mécanisme sur le facteur tissulaire et le facteur 7 des AVK qui jouent un rôle chez ces malades qui ont une inflammation liée à l'activité rhumatismale. Ouais, l'effet surprise était bien souligné par le présentateur de l'étude, hein, ça c'est sûr. Comme il a conclu, hein, les études randomisées, ça sert à quelque chose. Oui, absolument.